Nous, on va reparler en fait de sujets historiques encore, hein, et je crois que je me suis Cool. pas mal habitué à dans ce podcast à parler de ça et notamment en fait, je trouve que les histoires d'étrangers qui sont partis vivre au Japon dans le passé, jusqu'à parfois devenir, des samouraïs, hein, carrément, c'est des histoires qui sont fascinantes. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Ces Oui. rares, aventuriers, explorateurs dont les récits où s'entremêlent mythes et réalité sont devenus de vraies légendes populaires qui sont encore vivaces de nos jours. Bien sûr, on pense tous au film préféré de Raphaël, Le Dernier Samouraï, dont le personnage principal Yes! est librement inspiré du français Jules Brunet, mais ça je Jules laisserai Brunet, Raphaël oui, oui. en parler un jour, dans une super chronique. Yes, un jour, peut-être. Il est vrai. Ce sera pas aujourd'hui, du coup. Et non, ça sera pas aujourd'hui. Ça aurait pu, hein, ça aurait pu, mais Ça a failli. Et comme ça on fait monter, tu vois, l'attente, on La hype. tease, pour plus tard. Mais il y a pas que Jules Brunet, on peut aussi citer Yasuke, un ancien esclave noir africain qui s'est établi dans le Japon du XVIe siècle. Ou dans un Oh! autre contexte, on a Giuseppe Chiara, qui est un moine jésuite qui a servi d'inspiration au roman et au film Silence. Mais Trop pour moi, bien! oui, mais on l'a vu ensemble d'ailleurs, Marc? Je C'était crois avec qu'on toi? l'a vu ensemble à Bordeaux, ouais, dans mes souvenirs, je crois. Ouais, Il est c'est ouf vrai. ce film. Mais du coup, pour moi, le plus représentatif, ça reste un Anglais qui s'appelle William Adams au tout début du XVIIe siècle et qui a servi de modèle au héros du roman Shogun. Je sais pas si vous avez lu ce roman. Enfin, moi, je l'ai lu quand j'étais plus jeune et c'est un peu forgé ma culture japonaise, même si c'est un roman totalement romancé par rapport à l'histoire de William Adams. Donc Adams, ou plutôt Miura Anjin, de son nom de samouraï, il va occuper qu'un rôle secondaire dans ma chronique d'aujourd'hui, parce que si l'on connaît les noms de ces étrangers qui ont voyagé au Japon dans le passé, l'inverse est beaucoup moins vrai. Et personnellement, avant de me pencher sur ce sujet, je ne connaissais aucun voyageur japonais parti explorer ou vivre à l'étranger, et donc je me suis dit qu'il fallait y remédier. À La Havane, à Cuba, près d'Acapulco, au Mexique, dans la ville de Coria del Rio en Espagne et dans une église italienne de la région de Rome, se trouvent d'étranges statues d'un même samouraï érigées au XXe et XXIe siècle. Donc, de prime abord, le lien avec le Japon, il n'est pas évident tant la culture et l'histoire de ce pays semblent n'avoir aucun rapport avec l'Amérique centrale ou l'Europe du Sud. Ouais. Surtout que ce samouraï, il est représenté vêtu d'un kimono et équipé de 2 sabres, selon un accoutrement japonais traditionnel que l'on connaît bien. Vous l'aurez compris, donc derrière ces représentations se cache une histoire qui est digne d'un roman d'aventure. Car ce samouraï, il a bien existé et il s'est bien rendu dans ces localités depuis le Japon en traversant le Pacifique puis l'Atlantique. Et ce périple, il a réalisé au début du XVIIe siècle. Donc Hasekura Tsunenaga est né en 1571 à Oshu, dans l'actuelle province de Mutsu dans le nord du Japon. Il est issu d'une petite famille noble, vassale directe du daimyo de Sendai, Date Masamune. Tous deux s'entendent plutôt bien. Tsunenaga, il a gagné la confiance de son seigneur en défendant ses intérêts par les armes face aux émeutes paysannes de la région. En retour, Masamune lui confie des tâches importantes. En 1597, par exemple, Tsunenaga y participe pendant 6 mois en tant que chargé de renseignement à la tentative d'invasion japonaise de la Corée. En 1612, son père, Tsunenari, est arrêté pour corruption et forcé de se donner la mort par seppuku, donc le suicide d'honneur. Toutes ses possessions sont alors confisquées et Tsunenaga est en passe de connaître le même sort. Mais de par sa proximité avec Date Masamune, celui-ci lui offre une chance de laver l'honneur de sa famille. En fait, pour Masamune, son vassal, il possède des qualités qui peuvent encore lui être utiles. Et en fait, il est le parfait candidat pour prendre en charge un ambitieux projet d'ambassade en Europe. Alors tout ça, ça nécessite un petit peu de contexte. Depuis le XVIe siècle, en fait, les Japonais ont déjà eu plusieurs contacts avec des navigateurs européens. Ce sont d'abord les Portugais qui parviennent à établir un commerce durable avec le Japon, puis arrivent les Espagnols, notamment par la fondation de leur colonie dans les Philippines. En parallèle, depuis 1549, il y a des prêtres jésuites qui sont engagés à évangéliser le Japon, malgré les persécutions du coup et l'hostilité d'une partie de la population à leur égard. En plus des Espagnols et des Portugais, il y a aussi les Hollandais qui se sont lancés dans la course pour établir des voies commerciales avec le Japon. Date Masamune et le shogun Tokugawa Ieyasu s'intéressent particulièrement au commerce avec la Nouvelle-Espagne, donc c'est-à-dire le Mexique, et surtout les richesses qu'ils peuvent en tirer personnellement. Tandis que les principaux ports commerciaux se situent au sud ou au centre du Japon, Masamune, lui, il cherche à attirer les navires espagnols dans son domaine, donc au nord à Sendai. Dès 1608, il invite à sa cour un prêtre espagnol, Luis Sotelo, qui est un ancien missionnaire franciscain aux Philippines et qui est arrêté au Japon, et Masamune en fait le sauve d'une condamnation à mort. Date Masamune, il se montre particulièrement ouvert aux catholiques, et il a même autorisé des prêtres étrangers sur son territoire à pratiquer et à propager leur religion. Lui-même n'est pas baptisé, mais il a suivi le catéchisme.
Sotelo, il devient l'un de ses proches conseillers et s'occupe des affaires diplomatiques en échange de l'évangélisation de la région nord-est du Japon. C'est lui le premier qui suggère d'envoyer une ambassade officielle en Espagne et à Rome. Et en seigneur ambitieux et pragmatique, Masamune, qui est déjà parvenu à soumettre les seigneurs voisins et à éliminer la plupart de sa famille qui s'opposait à lui, y voit là une opportunité d'acquérir des technologies militaires européennes et de faire de Sendai une nouvelle plaque tournante du commerce mondial contournant les ports de Nagasaki et de Manille. Donc Luis Sotelo, il avait également des intérêts propres. Il n'y avait qu'un seul diocèse catholique au Japon, qui était à Nagasaki, qui était contrôlé par les jésuites, et du coup Sotelo, il espérait faire de Sendai un diocèse franciscain, et devenir archevêque du Japon, sous la protection de Date Masamune. Donc les objectifs de ces deux hommes y convergeaient parfaitement à un moment donné. Il y avait d'autres problèmes qu'il fallait régler. En fait, entreprendre un voyage officiel vers l'Europe, c'est pas non plus une idée nouvelle. Il y a une précédente ambassade qui avait déjà atteint le Portugal, l'Espagne et l'Italie depuis les voies maritimes portugaises, en passant par l'Inde en 1582, voyant ainsi arriver le premier samouraï japonais chrétien en Europe, qui s'appelait Mancho Ito. Le voyage avait duré 8 ans et était à l'initiative des jésuites et de seigneurs japonais convertis. Cependant, le projet ici est différent, puisqu'il implique une volonté de développer des voies commerciales du Japon dans le Pacifique, et du coup, il fallait être capable de traverser le Pacifique. 2 Japonais convertis avaient déjà participé à une traversée du Pacifique en 1587 à bord d'un galion espagnol avant de se faire capturer par les Anglais, de rejoindre l'Angleterre et de continuer à naviguer à travers le monde. Depuis leur implantation dans les Philippines, les Espagnols y cherchent aussi à se rapprocher du Japon. Donc le shogunat possède déjà par exemple une ligne commerciale directe avec Manille, comme je l'avais précédemment cité. L'événement qui produit le concours de circonstances favorables au projet de Date Masamune et Luis Sotelo, il arriva en 1609. En fait, il y a un navire transportant le gouverneur des Philippines vers le Mexique qui s'échoue après un petit détour sur les côtes japonaises. Les naufragés sont très bien reçus et l'ancien shogun Tokugawa Ieyasu en profite pour développer ses relations avec eux. Ils reçurent l'autorisation d'établir un comptoir au Japon et en échange, des spécialistes de mines d'argent venus de Nouvelle-Espagne sont mandatés pour aider au développement local. Si le shogunat veut aller plus loin et établir de nouveaux traités, une ambassade officielle doit être envoyée au Mexique et à la cour d'Espagne. Afin que les Espagnols puissent repartir, Tokugawa Ieyasu leur prête un navire. Et c'est là qu'intervient William Adams, notre samouraï d'origine britannique. Je vous avais bien dit qu'il aurait un rôle mineur à jouer aujourd'hui. En fait, Adams, il était pilote, c'est-à-dire responsable de la navigation sur un navire hollandais, qui s'était également échoué au Japon quelques années avant. Et devenu samouraï, Adams, il a supervisé la construction de 2 bateaux de style européen, fabriqués entièrement au Japon et capables de naviguer dans l'océan. Donc durant le voyage du retour, une délégation de 22 Japonais accompagne le gouverneur espagnol et rencontre le vice-roi de Nouvelle-Espagne. Celui-ci est satisfait du traité précédemment établi, mais confisque tout de même le navire du shogun, craignant que le Japon ne devienne un adversaire commercial dans le Pacifique. Pour officialiser l'accord, une ambassade de la Nouvelle-Espagne est envoyée en retour au Japon en 1611. Donc il faut suivre, il y a beaucoup d'allers-retours, raccompagnant les émissaires japonais. Et Sebastián Vizcaíno est désigné comme représentant du vice-roi. Donc Vizcaíno, c'est un ancien explorateur et un conquistador. Il a une double mission, il doit s'assurer de sa tâche diplomatique et il doit aussi partir à la recherche d'îles supposées regorgées d'or et d'argent à l'est du Japon, qui est une source de légende depuis l'époque de Marco Polo. Encore une fois, le navire fait naufrage et Vizcaíno reste 2 ans au Japon. Mais son séjour ne se passe pas très bien. Il a tendance à négliger le protocole et les coutumes de l'aristocratie japonaise, ce qui augmente la défiance envers les Espagnols et par extension les catholiques. Dès 1612, Date Masamune et Tokugawa Ieyasu tentent de faire partir leur expédition ainsi que Vizcaíno, mais le navire prévu subit un accident et le projet est reporté. Voilà, fin de cette petite parenthèse. Nous sommes donc en 1613 et en seulement quelques mois, l'ancien shogun et Date Masamune font construire un navire bien plus grand que les 2 précédents, toujours selon les plans de William Adams. Ce navire, il s'appelle le Date Maru, c'est un véritable et unique galion japonais de l'histoire. La classe. C'est super classe. Grave, carrément. Hasekura Tsunenaga est nommé chef de l'ambassade et Luis Sotelo devient son guide et interprète officiel. L'objectif est donc d'aller en Nouvelle-Espagne pour rencontrer le vice-roi du Mexique, puis le roi à la cour d'Espagne, et enfin d'obtenir une audience avec le pape à Rome, pour faire part à chacun d'entre eux de demandes commerciales. Mais ce projet va se heurter à une dure réalité que personne ne voit venir à ce moment, et qui va apporter une dimension dramatique à toute cette histoire. Parce que dès l'année suivante, en 1614, le christianisme sera définitivement interdit par le shogun sur le territoire japonais. Et ça, les membres de l'expédition, ils vont l'apprendre que bien trop tard.
Le 28 octobre 1613, le Datemaru met les voiles en direction du Mexique. L'équipage hétéroclite comprend des samouraïs, des marchands, des marins, des serviteurs, ainsi que des Portugais et des Espagnols, dont Sebastián Vizcaíno, qui peut enfin rentrer chez lui. Les relations entre ces hommes et les Japonais sont d'ailleurs assez tendues à bord et des conflits éclatent sporadiquement au sujet des cadeaux apportés pour le vice-roi, notamment sur la manipulation de paravents en lac. Donc la traversée du Pacifique, elle est longue et compliquée à l'époque, la navigation est plus difficile que dans l'Atlantique et le trajet est 2 fois plus long. Après avoir suivi le 38e parallèle nord, le navire atteint sans encombre les côtes californiennes début 1614. Après 3 mois en mer, il arrive à Acapulco. Donc c'est là que la tension entre les Espagnols et les Japonais de l'équipage, à peine débarqués, prit une nouvelle tournure. Des combats armés éclatent, Sebastián Vizcaíno est grièvement blessé, et les autorités de Nouvelle-Espagne sont obligées de réagir en confisquant les armes des Japonais. Pour éviter tout débordement, une loi est même promulguée qui garantit la liberté de mouvement et d'action des Japonais et interdit et punit sévèrement toute attaque ou insulte à leur encontre. Alors là, on va prendre une nouvelle dimension, parce que si cette anecdote est parvenue jusqu'à nous, comme l'ensemble du séjour mexicain de Hasekura et son groupe, c'est que tout est mentionné dans les écrits d'un chroniqueur de l'époque. Il s'appelle Ximalpaín Caotlehuanitzin. Alors, cet homme, c'est un noble aztèque. Donc cette chronique, elle est définitivement multiculturelle, je Mais crois. carrément. Et en fait, si la chute rapide et brutale de l'Empire aztèque remonte à presque 100 ans à l'époque, l'intégration et l'acculturation a duré bien plus longtemps. Et l'ancienne structure de la société aztèque, elle résiste encore un petit peu au temps. Donc Ximalpaín, il a reçu, comme ses congénères, une éducation chrétienne et espagnole. Il a consigné par écrit, en langue aztèque et en espagnol, les nombreux événements qui ont parsemé sa vie, ce qui en fait une source précieuse pour l'époque. Et d'ailleurs, il était déjà là 3 ans auparavant, lors de la première visite des Japonais au Mexique. Donc la délégation de Hasekura passe quelques semaines à Acapulco, puis part ensuite pour Mexico, s'arrêtant dans plusieurs monastères en cours de route. Ils sont reçus par le vice-roi lors d'une grande cérémonie et restent sur place 3 mois. Hasekura mentionne sa volonté de rencontrer Philippe III, le roi d'Espagne, et d'établir des relations durables entre leurs 2 pays. Des rencontres ont également lieu avec l'ordre franciscain pour envoyer des missionnaires au Japon, et 63 Japonais sont baptisés pour prouver la bonne foi de toutes ces demandes. Hasekura, lui, il attend d'arriver en Espagne pour recevoir son baptême chrétien, qu'il considère comme un acte autant diplomatique que religieux. Donc, avant de partir, il va diviser aussi son équipage en y laissant la moitié au Mexique, puis il part rejoindre la flotte espagnole à Veracruz en juin 1614. Sur place, les Japonais qui sont restés ont pu rencontrer d'autres compatriotes qui étaient déjà installés depuis 3 ans. Ils s'établissent en tant que marchands et après plusieurs mois, ils retournent au Japon à bord du Datemaru. En juillet 1614, l'ambassade japonaise s'arrête quelque temps à La Havane, à Cuba, puis s'élance dans la traversée de l'Atlantique. Le 5 octobre, ils débarquent dans le sud de l'Espagne et sont accueillis chaleureusement par la foule et la noblesse locale. À la fin du mois, ils arrivent à Séville, qui est l'une des villes les plus riches et importantes de l'époque. Tous les hauts dignitaires de la ville sont présents pour accueillir Hasekura et sa suite. Les habitants trouvent le japonais calme, humble, sage. L'archevêque de la ville est impressionné par les manières et les vêtements de ces hommes qu'il compare au roi mage. Et pour les remercier de cet accueil, Hasekura offre 2 sabres au conseil municipal. L'ambassade prend ensuite la route en direction de Madrid en grande pompe. Des carrosses, des chaises à porteurs, des gardes, des serviteurs, des cuisiniers leur sont affectés. Ils offrent un vrai spectacle aux habitants des villes et villages qu'ils croisent sur le chemin et qui se pressent en masse pour les observer. Tout ceci rend le voyage beaucoup plus long que prévu, étant donné qu'ils mettent 1 mois entier à voyager entre Séville et Madrid. Ils finissent par arriver dans la capitale espagnole fin décembre, tandis qu'elle est sous la neige. Ils sont accueillis par les officiels de la cour qui assurent à Hasekura que le roi Philippe III est tout à fait disposé à les aider et les encourager et à profiter de la période de Noël à Madrid. Mais les semaines passent sans nouvelles du roi. Et là, on a besoin à nouveau d'un petit aparté. En fait, il ne faut pas oublier le contexte et à quelle période on est. Au moment où Hasekura il arrive à Madrid, le roi Philippe III il reçoit des informations qui sont très inquiétantes. Les nouvelles circulent vite dans l'Empire espagnol, notamment grâce à l'administration coloniale. Le roi apprend la hausse des persécutions des chrétiens, la période d'instabilité qui agite le Japon, et surtout le fait que Hasekura n'est pas envoyé par le shogun, mais par un simple seigneur régional. Le shogun, il avait toléré le christianisme qui bénéficiait à l'économie, mais la situation s'envenime pour des raisons qui sont bien trop complexes pour être abordées ici. Et dès décembre 1613, tandis que Hasekura était encore sur le Pacifique, des chrétiens sont contraints à renoncer à leur foi et des églises sont détruites. Le 27 janvier 1614, 2 jours après l'arrivée de Hasekura au Mexique,
le shogun commençait à faire interdire le christianisme et à expulser tous les missionnaires. Ce qui veut dire qu'au moment même où Hasekura cherchait de nouveaux missionnaires, ceux qui étaient au Japon fuyaient le pays ou étaient exécutés. Donc on comprend donc pourquoi Philippe III a attendu un mois entier avant de recevoir l'ambassadeur du Japon et que celui-ci fut accueilli assez froidement, sans aucune cérémonie et contraint d'expliquer et justifier la présence de sa délégation. Luis Sotelo, qui, rappelez-vous, a également des intérêts dans cette aventure, il a tenté d'arrondir les angles en disant que Date Masamune c'était un seigneur puissant qui est prêt à se soumettre à l'autorité espagnole. Hasekura remet également au roi la lettre de la proposition de traité commercial et sollicite la fondation d'un évêché franciscain. Des cadeaux somptueux sont offerts, dont une armure de samouraï apparemment toujours exposée au Palais Royal de Madrid. Oh, ça c'est trop bien. Ouais, ça a l'air assez classe. Grave. Pour assurer qu'il est un allié des catholiques, Hasekura se fait donc baptiser en présence même du roi et de sa cour, recevant pour l'occasion un nom chrétien. Il s'appelle désormais Don Felipe Francisco Hasekura. Ce qui l'émut quand même particulièrement d'avoir le même prénom que le roi d'Espagne. Eh oui. Les conseillers du roi firent remarquer qu'étant donné la situation, il désapprouvait ce baptême, mais Philippe III répondit que c'était précisément de cette manière que les relations avec le Japon pourraient s'améliorer. Pendant 8 mois, l'ambassade reste en Espagne. Hasekura a pu rencontrer la cour et le conseil des Indes orientales avant de partir pour l'Italie. Et encore une fois, les conseillers du roi préconisaient qu'il ne fallait surtout pas envoyer Hasekura à Rome vu la situation avec le Japon. Mais Philippe III le laisse quand même partir. Donc ce périple, qui avait l'air de plutôt bien commencer, semble de plus en plus voué à un échec certain. Surtout que l'ambassade japonaise n'est pas au bout de ses peines. Pour traverser la Méditerranée, des navires sont affrétés à Barcelone, mais une violente tempête contraint à une escale non prévue en France, et la délégation japonaise au complet doit débarquer à Saint-Tropez. La noblesse locale les reçoit avec une vive curiosité, et il y a des écrits de l'époque qui parlent de cet événement, racontant comment les Japonais étaient vêtus et coiffés, comment ils paraissaient tous semblables aux yeux des locaux, comment ils utilisaient des, je cite, petits bâtons pour manger, ou l'usage qu'ils faisaient de mouchoirs de soie à usage unique pour se moucher et que le peuple de Saint-Tropez courait récupérer une fois qu'ils les jetaient par terre. Très grande classe, hein, le peuple de Saint-Tropez. Les Français sont fascinés par leur katana, qu'ils disent si tranchant qu'en soufflant sur une feuille de papier posée sur la lame, cela suffisait à la couper en deux. Ils racontent aussi leur manière d'utiliser des pinceaux pour écrire. Donc cet événement, il a l'air assez anecdotique, mais en réalité, c'est la toute première archive historique d'une relation entre la France et le Japon. La suivante, elle aura lieu en 1619 avec François Caron, un marchand et explorateur, et le premier Français à se rendre dans l'archipel. Après 3 jours à Saint-Tropez, les navires reprennent la mer et en octobre 1615, l'ambassade japonaise arrive enfin en Italie en passant par Gênes puis Rome. Les premiers émissaires italiens sont d'abord suspicieux sur les intentions des Japonais envers le christianisme, mais les doutes se dissipent en voyant la recommandation de Philippe III d'Espagne et le long voyage de l'ambassadeur depuis le Japon était quasiment une preuve de sa bonne volonté. Hasekura a pu donc faire la rencontre du pape Paul V dans de plutôt bonnes conditions. Il fut annoncé avec tous les honneurs, emmené dans un carrosse, escorté par ses hommes à cheval, aux côtés de la garde suisse, dans les rues de la ville, devant les ambassadeurs et les aristocrates. Cette cérémonie, elle est quand même assez exagérée, et en fait ça permet au pape d'affirmer son autorité religieuse et politique, même sur des contrées aussi lointaines que le Japon. Et ça, c'est le genre d'image qui flatte Paul V. Après ça, Hasekura a eu droit à une audience assistée par les cardinaux et les archevêques, qui présenta la lettre de Date Masamune, écrite en japonais et en latin, dont les 2 versions sont toujours conservées au Vatican, et demande officiellement d'établir un traité commercial et l'envoi de missionnaires chrétiens au Japon. Donc envoyer des missionnaires franciscains, c'était une idée de Sotelo, qui était partisan de tout ça pour affaiblir le pouvoir des jésuites. Le pape les écoute cordialement, accepte d'envoyer des missionnaires, mais laisse toute décision entre les mains du roi d'Espagne concernant le commerce. Il écrit une lettre à Date Masamune, dont une copie est toujours visible au Vatican aussi. En guise de présent, le neveu du pape lui-même fit commander un énorme portrait de Hasekura, et le tableau est actuellement exposé à Tokyo, et le représente dans un costume traditionnel japonais, mais avec des motifs européens, et il porte ses 2 sabres à sa ceinture. Hasekura repart également avec un second portrait de lui-même et un du pape, tous 2 visibles de nos jours à Sendai. Il devient aussi à titre honorifique citoyen de Rome et il reçoit des armoiries de style européen. Le document qui l'atteste est également conservé à Sendai. Donc en plus de ces demandes officielle apportée par Hasekura, une requête officieuse aurait aussi été formulée. Donc il n'y a aucune preuve qui vient appuyer directement ça, mais on a retrouvé des lettres de l'ambassadeur de Venise qui suggèrent que Date Masamune aurait demandé, hors du cadre officiel, par l'intermédiaire de Hasekura et Sotelo, une alliance avec Rome en échange de l'évangélisation de tout le Japon.
Cela lui aurait permis dans un premier temps de déclarer son indépendance par rapport au shogun, puis d'asseoir son autorité sur l'ensemble du pays en tant que souverain chrétien. Après Rome, début janvier 1616, Hasekura fait un tour des cités italiennes, puis entame son long voyage de retour, et il s'était avéré que le roi Philippe III avait secrètement écrit au pape pour lui conseiller de refuser toutes les demandes japonaises. Ah merde. C'est triste, c'est très triste, Bah, c'est très grave. frustrant cette histoire. Tu m'étonnes, ouais. De retour en Espagne, Hasekura et Sotelo essayent de reprendre les négociations. Mais la situation du Japon empirant, aucune des propositions de l'ambassade ne put aboutir. Le conseil des Indes orientales interdit même à Hasekura d'entrer à Madrid et lui ordonna de rentrer chez lui. Il passa donc quelques mois à Séville à tenter de recontacter son maigre réseau en Europe, espérant au moins pouvoir sauver les chrétiens au Japon, sans succès. À l'été 1616, l'ambassade japonaise quitte l'Europe. Cependant, tout le monde ne repart pas et quelques Japonais s'installent définitivement en Espagne, dont leur descendance serait encore attestée aujourd'hui. C'est assez C'est ouf. classe. Trop classe. Hasekura retraverse l'Atlantique et reste 5 mois au Mexique. Il rejoint ensuite le Datemaru à Acapulco, qui a refait une traversée du Pacifique, qui était commandée cette fois par Yokozawa Shogen, donc un autre vassal de Date Masamune, lui aussi converti au christianisme, et qui transportait des biens à échanger. En 1618, le Datemaru arrive à Manille, et Luis Sotelo préfère rester aux Philippines pour éviter pour le moment de rentrer au Japon. En plus de tout ça, en fait, la situation dans le Pacifique Sud, elle est assez tendue et les colonies espagnoles ont pour ordre de réquisitionner tout navire capable de lutter contre les Hollandais et les Britanniques. Le Datemaru est vendu, il est renommé le San Juan Bautista et il est armé pour la guerre. Hasekura reste 2 ans aux Philippines, il achète de nouveaux cadeaux pour Date Masamune et fait construire un navire pour pouvoir rentrer au Japon, laissant Sotelo seul sur place. Il est possible d'ailleurs que ce retard de 2 ans ait été totalement volontaire, tout comme le fait de céder le galion sans trop négocier. Et en fait, on peut comprendre facilement pourquoi Hasekura, converti, préférait patienter avant de retourner chez lui. Et enfin, en 1620, il arrive à Nagasaki. Luis Sotelo, lui, il attend encore 2 années de plus et rentre au Japon déguisé en marchand. Mais il est découvert et arrêté, et en 1624, il est brûlé vif au bûcher avec d'autres chrétiens, dans une mise en scène macabre et assez terrifiante pour montrer à tous le sort réservé à la communauté chrétienne. Donc se voyant archevêque du Japon, Luis Sotelo finit exécuté en martyr. C'est triste. C'est triste, c'est un peu triste. Hasekura, lui, est rentré à Sendai après un voyage de 7 ans. Il a pu apporter les cadeaux de son périple à son seigneur, à défaut de résultats diplomatiques. Date Masamune, d'ailleurs, il avait continué de soutenir le christianisme sur ses terres pendant l'absence de son vassal, et s'est opposé au shogun, mais du coup a peu à peu dû faire appliquer les lois. La religion chrétienne était désormais interdite dans sa province, et les missionnaires forcés de partir. La politique du shogun, dans sa volonté d'éradiquer le christianisme, entraîne le Japon sur la voie de l'isolement. Avec la violente répression et la persécution des chrétiens, l'ambassade de Hasekura elle était destinée à échouer. Donc il n'y eut aucun accord commercial avec le Mexique ou l'Espagne, aucune alliance secrète avec Date Masamune, et toute l'Europe regardait désormais le Japon avec une certaine méfiance. Mais en plus, le voyage de Hasekura a paradoxalement conforté le shogunat dans sa position. En fait, son rapport sur la grandeur des pays européens, sur leur richesse, leur puissance, ont d'autant plus appuyé la volonté de verrouiller le pays. L'Espagne en particulier, avec sa présence militaire proche dans les Philippines, est redoutée. Et cela aboutit en 1624 à la coupure de toute relation diplomatique et commerciale entre l'Espagne et le Japon. Les seuls Européens à pouvoir commercer sont désormais les Hollandais, qui ne sont pas catholiques. Il reste quelques mystères concernant les dernières années de Hasekura. Engagé dans cette aventure pour retrouver l'honneur perdu de sa famille, converti au christianisme, à la fois explorateur, diplomate, loyal à Date Masamune jusqu'au bout, il a bien retrouvé son domaine et a été dispensé de renoncer à sa foi avant de décéder de maladie en 1622. Mais la question de sa pratique religieuse demeure. Dans un contexte hostile au christianisme, il se pourrait qu'il ait dû finir par renoncer à sa religion. Il se pourrait aussi qu'il soit mort en martyr. Il y a même certains qui affirment que sa mort a été un coup monté et qu'il est parti vivre la fin de sa vie dans les montagnes en ermite. Mais rien ne permet pourtant d'affirmer quoi que ce soit. En fait, cependant, il y a 2 points qui sont à noter. Une partie de ses descendants et de ses serviteurs ont été exécutés comme chrétiens, et un nombre impressionnant d'objets rapportés de son voyage et liés au catholicisme ont été retrouvés cachés dans sa maison. On a des crucifix, des rosaires, des chapelets, des peintures. Tout ça a été confisqué en 1640 et conservé à Sendai jusqu'à nos jours. Cela permet d'entrevoir l'hypothèse qu'il aurait bien continué à pratiquer sa religion et à la transmettre à sa famille. Luis Sotelo, avant de mourir d'ailleurs, il indiqua dans une lettre que Hasekura, avant qu'il ne décède aussi, continuait de pratiquer sa foi, protégé par son entourage, son seigneur et ses vassaux.
Considérés comme des chrétiens, la famille de Hasekura finit par tomber en disgrâce. Il faut attendre Tsunenobu, son petit-fils, pour réhabiliter l'honneur de son nom, mais pas le souvenir de son grand-père. Parce que cette histoire, elle s'est peu à peu perdue avec le temps. Et ce n'est qu'avec la réouverture du Japon et la première ambassade officielle en Europe en 1873 que l'aventure de Hasekura est redécouverte. 100 ans plus tard, en 1980, Shusaku Endo, donc l'auteur de Silence, écrit un roman intitulé « L'extraordinaire voyage du samouraï Hasekura », achevant ainsi de faire ressortir ce périple de l'oubli. Donc pour finir, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce sujet, je peux vous recommander déjà l'article Wikipédia qui m'a servi de point de départ pour commencer et qui est plutôt bien fourni. Il y a aussi un documentaire Arte qui s'appelle « Un samouraï au Vatican », facilement trouvable en streaming en ligne et qui a le mérite, à défaut d'être exhaustif, d'apporter un éclairage intéressant et plus introspectif, notamment sur l'aspect religieux, et qui souligne bien le contexte de l'époque et les problématiques du Japon et de l'Espagne. D'ailleurs, j'ai fait exprès de ne pas mentionner certains aspects que ce documentaire présente très bien pour que cette chronique soit complémentaire de celui-ci, si jamais votre curiosité vous pousse à le regarder. Donc voilà, nous on arrive au bout de notre voyage. Donc j'avais vraiment envie de vous partager cette histoire déjà, que je trouve assez chouette, assez originale. Si l'ambassade avait marché, Hasekura Tsunenaga serait devenu un véritable héros, mais l'histoire en a clairement décidé autrement. Donc outre l'aspect fataliste et tragique de cette mission vouée à échouer quasiment dès le départ, ça illustre bien, je trouve, la complexité du Japon de l'époque. Et surtout, maintenant, vous connaissez l'histoire d'un samouraï qui a voyagé en Amérique et en Europe à bord d'un galion japonais fabriqué grâce à un samouraï anglais, qui a rencontré un Aztèque, qui a visité Saint-Tropez, qui a rencontré le roi d'Espagne et le pape. Et juste pour ça, malgré l'échec de sa mission, je trouve ça méga classe de parler de Hasekura Tsunenaga, l'homme qui pour moi illustre parfaitement l'adage, ce qui compte, c'est le voyage et pas la destination. Yes. Quel C'est punchline. génial, c'est génial. Non, mais cette vie de ouf. Non, mais déjà, moi, tu m'as hypé à partir du moment où il a commencé à y avoir des noms aztèques dans ta chronique. C'était fini, quoi. Enfin, je veux dire, c'est incroyable comme destin. Moi, j'allais te demander justement s'il y avait eu des films ou des trucs comme ça, mais c'est normal qu'il y ait eu un bouquin, quoi, en fait, parce que Ouais. la limite, on peut en faire une série Netflix. Enfin, justement, on parlait de Ouais. ça tout à l'heure. C'est une vie incroyable. Mais c'est clair, enfin moi j'aimerais tellement qu'il y ait un film. Après ça demanderait des décors de fou et de se rendre à peu près partout dans le monde. Il durerait 5 heures aussi, mais C'est Ouais, clair. mais une série, justement, tu fais 5 épisodes, tu vois, C'est trop ou 7 chouette. épisodes. Il y a moyen de faire la vie de cette personne en série, en un peu romancé, peut-être, mais putain, il a rencontré au un pire, tu fais un Aztèque, quoi, film merde! parodique, les samouraïs à Saint-Tropez, et puis ça marche. C'est clair. Non, c'est ouf, franchement, c'est ouf, franchement, chapeau. Encore une fois, je peux pas applaudir parce que le Discord prend pas les applaudissements en compte, mais l'envie est là. Bah ouais, je voulais prendre un peu le contre-pied de ce qui était possiblement attendu pour un spécial Japon, c'est-à-dire pas forcément de parler du Japon en lui-même, mais de trouver voilà, un Japonais qui a voyagé, et là c'est un des premiers, donc autant en profiter vu que son voyage est assez bien renseigné, donc il y avait pas mal de matière à écrire des trucs. C'est trop cool. C'est sûr que là, tu as le contre-pied complet parce Total, que ouais. du coup, C'est ça. c'est vraiment la période où le Japon est connu pendant 2 siècles, où c'est vraiment, il se referme, quoi. C'est Et- clair. Et là, tu as un gars qui décide de se. Bah, pile au mauvais moment, quoi. Pile C'est oui, vraiment genre au l'erreur moment de où il a timing l'air qui Edo, fait il décide de se casser, quoi. c'est ça qui fait que c'est obligé que ça va échouer, c'est un peu Et il triste. pouvait pas le savoir, quoi. C'est horrible. Enfin, Ouais, je veux ouais. dire, c'est. À quelques mois près en plus. C'était à quelques mois. C'est vraiment. C'est Genre, il dommage, aurait quoi. décalé son voyage de 3 mois, ce serait. Bah, Il serait serait jamais parti. allé, et voilà, quoi. C'est dingue, c'est ouf. Et 400 ans, 600 ans plus tard, on fait une chronique sur ça, quoi. C'est dingue. 400, c'était ça. Ouais, j'avais le bon chiffre au début. Ok, merci Raph. Ma caution mathématique. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.